Mark Piet est nommé président du groupe. Bien que la corruption internationale soit maintenant illégale, les pratiques n'ont pas disparu pour autant. Les entreprises se sont retrouvées dans une situation très délicate. Elles couraient un double risque. D'un côté, elles risquaient de se faire pincer. Mais d'un autre côté, elles risquaient de passer à côté de contrats si leurs concurrents refusaient de jouer le jeu. Si les concurrents continuaient à verser des pots de vin. Oui. C'est ce que cet homme va continuer à faire pour Siemens, l'une des principales entreprises allemandes, après la signature de la Convention anticorruption. Payer des pots de vin était une pratique courante au sein de toutes les filiales de Siemens. Reinhard Czekacek est impliqué dans des opérations de corruption s'élevant à plusieurs milliards de dollars pour le compte de Siemens. J'étais un bon petit soldat. C'est moi qui étais en charge de la caisse noire. Nous savions tous que ce que nous faisions était illégal. Pour éviter de se faire prendre, Siemens utilise des comptes bancaires secrets dans des pays comme la Suisse et des sociétés écrans. Et surtout, toutes les transactions se font en liquide. Pour 1 million d'euros, pas besoin d'une grande valise. Ça ne fait pas beaucoup de billets. Une petite suffit amplement. 200 000 euros, on peut presque les mettre dans la poche de son manteau. Siemens n'est pas la seule entreprise à avoir recours à de telles pratiques. Des sociétés comme BAE ne se sont pas dit « il faudrait qu'on arrête », mais nous devons trouver une méthode plus sûre si on ne veut pas de problème. D'après le journaliste britannique d'investigation David Lee, au siège de BAE situé à l'extérieur de Londres, tous les documents relatifs aux contrats d'armement internationaux ont été rassemblés avant d'être transportés en camion et expédiés hors d'Angleterre. Donc BAE a réagi en transférant ses opérations en Suisse. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout transféré en Suisse. Des lois plus strictes entrent en vigueur aujourd'hui, interdisant la corruption active en Angleterre. Après la signature de la Convention anticorruption, la Grande-Bretagne décide de promulguer une nouvelle loi. Ce nouveau texte fait sortir Peter Gardiner de l'ombre. Nos avocats nous ont dit « Vous ne pouvez pas continuer à offrir les services que vous offriez jusqu'à présent. Ce serait illégal, il faut que ça cesse. » BAE a dit « On ne peut plus faire des affaires comme ça. On doit trouver une autre façon de faire. » Ils étaient conscients qu'il fallait changer. Ils savaient que ça posait un problème. Oui, plusieurs fois, ils en ont parlé comme d'un problème très important. Le problème vient avant tout du journaliste David Lee du Guardian qui enquête sur les méthodes de BAE. Un jour, le téléphone sonne. Je décroche et on me dit « J'ai des informations sur l'histoire que vous êtes en train d'écrire. » J'ai essayé d'évaluer la personne que j'avais en ligne. Est-ce qu'elle dit la vérité? Quelles sont ses motivations? Peter Gardiner devient l'informateur confidentiel de Lee. Pourquoi avez-vous décidé de parler? Un jour ou l'autre, les autorités, le service des fraudes ou encore la police, seraient venus frapper à ma porte. Ça voulait dire que j'allais perdre le contrôle de la situation et de la façon de gérer tout ça. Au début, il était terrorisé. Il ne voulait pas que son nom soit divulgué. Mais il était en possession de documents importants. Voilà un exemple typique. Peter Gardiner possède des milliers de documents qui viennent confirmer son histoire. Ces documents m'ont surpris pour deux raisons. Premièrement, ils montraient des sommes d'argent astronomiques dépensées de manière totalement extravagante. Deuxièmement, c'est le genre de choses extrêmement difficiles à obtenir. Gardiner montre à Lee les reçus pour des dépenses de plusieurs millions, ainsi que les factures que la société lui demande de fournir chaque mois. Les factures qui arrivaient à BAE ne disaient pas la vérité. Ce n'était pas marqué « achat d'une Rolls-Royce pour les Saoudiens » ou « paiement d'un appartement pour la petite amie d'un membre de l'armée de l'air saoudienne ». C'était de simples feuilles de papier indiquant « soutien logistique et logement, novembre, 100 000 $. Les montagnes de factures indiquent que BAE a payé un total de 60 millions de livres, un peu plus de 65 millions d'euros, pour couvrir les dépenses du prince Turki bin Nasser.
Il était clair que BAE avait une importante caisse noire avec laquelle il payait des sommes en liquide, en se servant de cette agence de voyage comme couverture. Il s'agissait d'un vaste système de corruption. Les articles de David Lee ne tardent pas à faire les gros titres. Ça parlait de la vie des riches et des puissants. BAE n'a pratiquement pas réagi. On a été surpris parce que généralement, les grandes compagnies aiment bien intenter des procès et contre-attaquer. Ils se sont contentés de dire « Nous nions toute malversation ». C'est exactement ce que le président de BAE de l'époque, Sir Richard Evans, va déclarer lors de son audition devant le Parlement britannique. Les pratiques commerciales ont beaucoup évolué ces derniers temps. Je peux vous assurer que nous, et je crois que c'est vrai pour de nombreuses entreprises, nous n'avons pas pour habitude de payer d'énormes sommes d'argent à des membres de gouvernements étrangers. Ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Ils ont refusé de faire d'autres commentaires. Nous, on se croyait très malins. Après tout, on avait réussi à mettre au jour cette caisse noire. Mais à BAE, ils devaient sûrement penser « Dieu merci, ils ne connaissent pas toute l'histoire. On ne connaissait qu'un tout petit bout de l'histoire. » Au final, on a découvert un réseau très important de paiements secrets en liquide, s'élevant à plusieurs milliards de dollars. Et tout ça avec la complicité du gouvernement britannique. Au Royaume-Uni, une agence est chargée d'enquêter sur la criminalité en col blanc. Il s'agit du Serious Fraud Office, ou SFO. C'est là que se rendent David Lee et Peter Gardiner. Le directeur du SFO s'appelle Robert Wardle. C'est plutôt inhabituel qu'un journaliste demande à parler à un procureur. Il avait déjà publié l'histoire à l'époque. Après avoir discuté avec lui et pris connaissance de ses pièces à conviction, j'ai pensé que les éléments étaient suffisants pour conclure qu'un délit avait peut-être été commis. On a alors demandé à l'entreprise de nous fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires. L'enquête a pris de l'ampleur. On avançait bien, même s'il s'agissait d'une enquête très difficile. Le procureur Ellen Garlick supervise ce qui deviendra la première enquête sur le territoire britannique pour des affaires de corruption à l'étranger. Les accusations portaient sur des dépenses illégales engagées par British Aerospace, par l'intermédiaire d'une petite société dirigée par Peter Gardner. Les procureurs se plongent dans des milliers de documents et de relevés de comptes appartenant à BAE. Leurs découvertes viennent confirmer l'histoire de Peter Gardner. Mais ce n'est pas tout. Comment décririez-vous les accusations portées contre les services de Gardner par rapport à ce que vous avez découvert? Ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je crois que c'est une bonne façon de décrire tout ça. 60 millions de livres, soit 65 millions d'euros, vous appelez ça une goutte d'eau? Oui, comparé aux sommes d'argent en jeu dans cette affaire. On parle de plusieurs milliards. Oui. Dans la masse de documents et de relevés de comptes, l'équipe d'Ellen Garlick fait une autre découverte surprenante. Une partie de l'argent du contrat Al Yamama, environ 2 milliards de dollars, a été envoyée à Washington sur le compte bancaire du ministre saoudien de la Défense. Ce compte est géré par le prince Bandar bin Sultan, celui-là même qui est à l'origine de l'accord Al Yamama. 2 milliards ont été virés sur le compte du prince Bandar bin Sultan à Washington. J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas réagi en voyant une telle somme d'argent transférée à l'Ouest. Les sommes en jeu dans le contrat Al Yamama sont proprement astronomiques. Tout devient relatif quand on parle de sommes d'argent pareilles. Ces 2 milliards vont servir, entre autres, à payer l'équipage et le plein d'un Airbus 340. BAE a admis avoir fait cadeau d'un Airbus au prince Bandar. L'appareil était peint en couleurs de son équipe préférée, les Dallas Cowboys, bleu et argenté. Le prince s'en servait pour se déplacer partout dans le monde. Les enquêteurs anglais découvrent également un réseau complexe d'intermédiaires et de sociétés écrans. Ils ont découvert une société offshore située dans les îles Vierges qui déposait des milliards de dollars sur des comptes bancaires en Suisse. Les enquêteurs britanniques pensent que ces comptes bancaires suisses ont bénéficié au père du prince Bandar, l'homme qui a signé le contrat, le prince héritier Sultan, ainsi qu'à ses associés.
Si on nous donnait accès aux comptes en Suisse, nous pensions pouvoir découvrir si ces pratiques avaient continué jusqu'à aujourd'hui. Vous aviez déjà des preuves qu'un délit avait été commis. Oui. Les procureurs britanniques ne sont pas les seuls à enquêter sur BAE. Lors d'une conférence de presse, des reporters venus de Suède, d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et de Roumanie échangent leurs découvertes sur les contrats d'armes internationaux de BAE en dehors du contrat Al-Yamama. Ils enquêtaient sur un réseau de paiements secrets à des intermédiaires, des hommes politiques et des régimes en place partout dans le monde destinés à céder des contrats d'armement. Ces journalistes découvrent des preuves d'éventuels pots de vin versés par BAE dans des lieux comme la République tchèque. Des hommes de BAE se sont rendus en République tchèque et se sont renseignés sur le montant à proposer aux politiques. Mais ils ne se sont pas contentés d'offrir ce genre de sommes au gouvernement en place. Ils ont étendu l'offre à toute la classe politique. Les reporters découvrent également des preuves de pots de vin en Roumanie, en Tanzanie et en Afrique du Sud, où BAE a vendu pour 2 milliards de dollars d'armement au gouvernement de l'ANC. Dans le cas de l'Afrique du Sud, on parle d'un pays qui vient tout juste de sortir de l'apartheid. Les pays occidentaux leur proposent des armes dont ils n'ont même pas besoin. Les Occidentaux ont soudoyé le nouveau gouvernement démocratique pour qu'il les achète. Ceux qui ont reçu ces pots de vin ont-ils été envoyés en prison? Pas un seul. Et en Roumanie? Non plus. En Afrique du Sud, des personnes ont-elles été envoyées en prison suite à l'affaire BAE? Pas suite à l'affaire BAE. Y a-t-il eu des répercussions en Suède? Non. Headlines this morning: the investigation into Saudi arms deals by the Seals from political pressure. À Londres, BAE fait discrètement pression sur le gouvernement britannique et va jusqu'à envoyer des lettres de plainte suite à l'enquête sur le contrat Al-Yamama. Dès le début, la société a tenté de dire que notre enquête portait atteinte aux intérêts économiques britanniques, aux emplois britanniques et à l'avenir même du contrat. La tension monte un peu plus quand l'équipe d'Helen Garlick réclame des informations à la Suisse concernant ses comptes bancaires. On nous a fait comprendre que les Saoudiens n'étaient pas très contents qu'on veuille suivre l'argent jusqu'en Suisse. Ce que les procureurs ne savent pas, c'est que le prince Bandar a été reçu au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre Tony Blair. Londres est toujours sur le qui-vive suite aux attentats terroristes un an plus tôt. Le prince Bandar est porteur d'un message inquiétant. Selon le chef d'état-major de Tony Blair, le prince Bandar amène une lettre de son père, le prince héritier Sultan, menaçant de stopper la coopération sur le terrorisme si les investigations sur Al-Yamama ne cessent pas. J'ai reçu un coup de fil. Il est évident qu'on prenait cette menace très au sérieux. Les Saoudiens considéraient cela comme une violation de leur vie privée, ou du moins de la vie privée de la famille royale. Robert Wardle et son équipe tiennent bon. Mais le gouvernement Blair demande à tout le monde, de l'ambassadeur britannique en Arabie Saoudite au patron de Wardle, le ministre de la Justice britannique, d'abandonner les poursuites. Ils nous ont dit qu'il allait y avoir des morts dans les rues de Londres. Que vous alliez avoir du sang sur les mains. Exactement. Si on continuait notre enquête sur ces comptes en Suisse, il deviendrait impossible de lutter contre le terrorisme. Le Premier ministre Tony Blair fait parvenir une note. Les récents événements ont montré qu'il y avait un risque réel et immédiat de rupture des relations diplomatiques et de la coopération entre les services secrets anglais et saoudiens. Je me retrouvais face à un choix cornélien. Est-ce que je devais continuer mon enquête ou est-ce que je devais l'arrêter? Quand vous avez su qu'il s'agissait du prince Bandar, vous avez dû vous poser tout un tas de questions. C'est sûr, c'était inhabituel, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme britannique. Oui, c'est un euphémisme. Quand on sait que l'un des titulaires des comptes bancaires est l'auteur des menaces, pourquoi choisir d'obéir? C'était du chantage. Ce n'est pas beau, mais c'est la vérité. Du chantage. Oui, je l'admets. On a essuyé des menaces et j'ai dû décider si je devais plier ou si je devais continuer mon enquête.
Je suis finalement allé à l'encontre de mes principes et de ce que j'aurais aimé faire. J'ai décidé que c'était trop dangereux de continuer l'enquête. Je ne voulais pas courir ce risque. Peu après, le Premier ministre Tony Blair se rend au sommet du G8 où un journaliste l'interroge sur la polémique. Étiez-vous au courant que votre gouvernement avait approuvé le versement d'argent à un ami du président Bush dans le cadre des pots de vin de British Aerospace? Est-ce la raison pour laquelle vous avez suspendu l'enquête pour fraude? I'm glad you're answering that question. On the point you asked me, let me make one thing very clear to you. I don't believe the investigation incidentally would have led anywhere except to the complete wreckage of a vital strategic relationship for our country in terms of fighting terrorism, in terms of the Middle East, in terms of British interests there. Quite apart from the fact that we would have lost thousands of British jobs. Dans notre système, il est totalement illégal d'arrêter une enquête pour des raisons économiques. C'est absolument fondamental. On ne peut pas utiliser le prétexte que des emplois sont menacés. C'est un élément central de la Convention, sinon elle ne fonctionne pas. Nous avons tous été horrifiés par cette décision. La plus vieille démocratie du monde annonçait qu'elle n'allait pas respecter les conventions qu'elle avait pourtant signées et ratifiées. Les conventions de l'OCDE ne peuvent pas faire changer les choses à elles seules. Le traité ne vaut pas plus que la feuille de papier sur laquelle il est écrit, parfois même moins. Malgré nos demandes répétées, ni le Premier ministre de l'époque, Tony Blair, ni le prince Bandar ou son cousin, le prince Turki bin Nasser, n'ont souhaité s'exprimer. Aucun membre du gouvernement britannique n'a accepté nos demandes d'interview. En revanche, Lord Timothy Bell a, lui, accepté notre invitation. Il est impliqué depuis le début dans le contrat Al-Yamama en tant que conseiller de Margaret Thatcher et par la suite de BAE et des Saoudiens. Que pensez-vous de l'enquête menée par le Serious Fraud Office? Je pense que c'était téméraire de se lancer là-dedans. Ils voulaient tous enquêter sur cette affaire qui s'était passée il y a 20 ans et montrer que c'était mal. Mais c'est absurde. Je ne crois pas qu'il y ait un fond de vrai là-dedans. Certaines personnes ont cherché à calomnier le contrat Al-Yamama et à accuser Margaret Thatcher de corruption. Ils avaient un parti pris. Je parlerai plutôt de préjugés. Parti pris, c'est trop gentil. Préjugé, c'est plus dur. Je crois que c'est le mot qui convient ici. Certaines personnes, notamment M. Wardle, ont parlé de chantage. Je ne crois pas à cette version des faits. L'utilisation du mot chantage est une provocation et surtout un tissu de mensonges. Le contrat Al-Yamama est assez inhabituel. Tout s'est fait dans le plus grand secret. Et alors? Ce sont les conditions du contrat. On s'est mis d'accord là-dessus. Les gens qui parlent de ce contrat ne l'ont jamais lu. Avez-vous vu l'accord secret, le contrat Al-Yamama? Nous avons vu assez de documents sous-jacents pour savoir que nous sommes sur la bonne voie. La nature confidentielle du contrat ne constituait pas un obstacle insurmontable. Ça ne leur donnait pas l'autorisation de faire ce qu'ils voulaient de cet argent. Nous ne le pensons pas. Mais nous parlons d'autorités qui étaient en droit de mener l'enquête. Oui, c'est vrai. L'Angleterre est un État de droit. Oui, c'est un État de droit. Et dans un État de droit, on a besoin de preuves pour accuser quelqu'un. Personne n'a jamais été accusé. Alors je ne sais pas s'ils ont de quoi être fiers de leur enquête. Elle a même été arrêtée.